Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les explications sur l'espace affine. Et dans les cours précédents, on a vu la présentation de l'espace affine et ses propriétés. Et on a appris que l'espace affine possède un espace vectoriel associé. C'est pourquoi dans l'espace affine, on peut parler de vecteurs. Okay? Et nous avons vu également le théorème de la médiane, okay, dans le cours précédent. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'espace affine et nous allons profiter de l'occasion de parler du barycentre d'un système de points pondérés. Okay, voici quelques petites notes là-dessus. Barycentre d'un système de points pondérés. Point massif ou point pondéré. Soit epsilon un espace affine associé à un espace vectoriel E. On appelle point pondéré tout couple A alpha où A appartient à epsilon, c'est-à-dire A appartient à l'espace affine. Donc nous avons appris que l'espace affine contient des points. Et bien puisque A est un point, donc A appartient à l'espace affine et alpha un réel. Par exemple, je pourrais prendre A est affecté du coefficient 3. 3 est un réel. A est affecté du coefficient 1,5. 1,5 est un réel. Eh bien, on pourrait avoir un point pondéré, c'est A alpha. Okay? Où A est un point. Okay? Un point pondéré, c'est un point qui est affecté à un autre. Et c'est un nouveau point qui est affecté à un réel ou un scalaire. Okay? Donc, c'est pourquoi. Donc, on pourrait également avoir un système de points pondérés. Donc, tout à l'heure, nous allons voir comment pourrait-on avoir le système de points pondérés. Donc, dans le système de points pondérés, dans le point pondéré, donc lorsqu'on a le point pondéré ou le couple qui se présente sous cette forme, eh bien l'abscisse c'est le point, ok, le point, et ensuite l'ordonnée c'est le réel, ok, le réel auquel le point est affecté. Maintenant, alpha est appelé coefficient. On pourrait appeler alpha coefficient, masse ou poids du point A. Donc, on pourrait dire coefficient. Donc, dans un exercice de mathématiques, ordinairement, on dit coefficient. Mais, on pourrait dire également, autre que coefficient du point A, on pourrait dire masse du point A ou encore poids du point A. Mais les deux autres noms, masse ou poids, sont utilisés surtout en mécanique. Et le point A est affecté du coefficient alpha. Ok? A est affecté de alpha. Ok? Donc, vous voyez, au point A, on a alpha. Donc, le point A est affecté du coefficient alpha. Maintenant, fonction vectorielle de Leibniz d'un système de points pondérés. Fonction vectorielle de Leibniz. Puisque dans l'espace affine, on pourrait avoir des vecteurs, ok, en combinant plusieurs points, eh bien, nous allons voir, à partir de cette propriété de l'espace affine, la fonction vectorielle de Leibniz d'un système de points pondérés. Ok, système. Fonction vectorielle de Leibniz d'un système de points pondérés. Ok, donc tout à l'heure, je vous avais promis de vous parler d'un système de points pondérés. Si A alpha est un point pondéré, eh bien, un système de points pondérés, on va avoir plusieurs couples où l'abscisse, dont les abscisses sont des points et les ordonnées sont des réels. Eh bien, pour ce faire, on prend epsilon, un espace affine, associé à un espace vectoriel E. On appelle fonction vectorielle de Leibniz relative au point A1, A2 jusqu'à AN, affectée des coefficients respectifs alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Cela veut dire pour A1, on a alpha 1, pour A2, on a alpha 2, jusqu'à AN, on a alpha n. Donc, c'est l'application F de epsilon dans E définie par. Donc, vous voyez, donc l'application F, c'est epsilon qui est l'ensemble de départ, tandis que l'ensemble d'arrivée, c'est E. Eh bien, cela nous dit que l'espace affine va être l'ensemble de départ. Donc, dans l'ensemble de départ, l'antécédent de la fonction vectorielle de Leibniz, l'antécédent va être un point, mais l'image va être un vecteur. C'est pourquoi on a F de M. F de M représente un vecteur.
Ok, donc f de m est un vecteur qui est l'image, mais m qui est l'antécédent est un point. Ok, on reprend. Puisque l'espace affine, c'est l'ensemble de départ de la fonction, et bien maintenant, l'espace vectoriel E, c'est l'ensemble d'arrivée, et bien, l'antécédent doit être un point, mais l'image doit être un vecteur. C'est pourquoi nous avons, à tout point M, on a le vecteur f de m qui est égal à sommation de alpha i m à i allant de 1 à n. Ok, c'est sommation de alpha i m à i allant de 1 à n. Donc, si on détaille ça, ok, comme dans les suites numériques, au cas que i prend la valeur 1, on a alpha 1 m à 1. Maintenant, on fait plus, puisque c'est une somme, alpha 2 m à 2 jusqu'à alpha n m à n. Ok? Voilà, ça c'est l'expression de f de m, qui est un vecteur. Maintenant, des propriétés que nous devrions maîtriser là-dessus. Propriété, lorsque la sommation de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, lorsque ça donne 0, ou encore, lorsque la sommation de alpha i, ok, donc c'est alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n, ok, ça donne 0, ou encore, et de façon simple, c'est sommation de alpha i allant de 1 à n. Lorsque ça donne 0, c'est-à-dire la somme des coefficients, lorsque ça donne 0, on dit que l'application dont f est constante. F est constante. La fonction f ou l'application f est constante. Maintenant, lorsque la sommation de ces alpha i n'est pas nulle, on dit que l'application f est bijective. Ok? Puisque f est bijective, eh bien, Leibniz nous dit que on va avoir un unique point G de l'espace affine tel que f de G donne le vecteur nul de E. Que représente f de G? Donc si ici on avait f de n, c'est sommation de alpha i m à i allant de 1 à n, eh bien avec f de G, on va uniquement remplacer m par G. Avec f de G, on va avoir sommation de alpha i, f g à i allant de 1 à n. On reprend f de G. C'est sommation de alpha i, g à i allant de 1 à n. On remplace m par g. Eh bien, c'est pourquoi dire que f de g est égal à vecteur nul, c'est dire que sommation de alpha i, g à i allant de 1 à n est égal à vecteur nul de E. Donc, c'est f de g qui donne vecteur nul de E. Ou encore, en détaillant, on va avoir alpha 1, g à 1, plus alpha 2, g à 2, jusqu'à plus alpha n, g à n, égal à vecteur nul de E. Ok, donc, ici, on a le barycentre, ok, donc, du point G. Donc, dans ce cas, on dit que lorsque on a l'unique point G, c'est unique, ce point G qui est unique, tel que f de G donne vecteur nul de E, eh bien, on dit que ce point G-là est le barycentre du système de points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2, jusqu'à AN alpha n. Nous avons appris, lorsqu'on a un point pondéré, on a un point qui est affecté à un scalaire. Donc ici, A1 est affecté à alpha 1, A2 pour alpha 2, ok, AN à alpha n. Et bien maintenant, on a un système de points pondérés parce qu'on a plusieurs coupes, ok, on a plusieurs coupes, ok, on a plusieurs points pondérés, ok. Donc ça nous donne un système de points pondérés. Eh bien, G, qui est l'unique point tel que f de G est égal à vecteur nul, représente le barycentre du système de points pondérés A1 alpha 1, A2 alpha 2 jusqu'à N alpha n. Eh bien, la façon dont on définit ce système de points pondérés, c'est parce qu'avec A1, on a alpha 1 comme coefficient. Ok? Alpha 1, GA1. Avec A2, on a alpha 2 comme coefficient. Alpha 2, GA2. Eh bien, c'est pourquoi AA1 est affecté le coefficient alpha 1, AA2 est affecté le coefficient alpha 2, jusqu'à AN, ok, AN est affecté le coefficient alpha n. Eh bien, c'est ce que nous donne ce système de points pondérés. Maintenant, coordonnées du barycentre d'un système de points pondérés. Comment peut-on déterminer les coordonnées d'un système, du barycentre d'un système de points pondérés? Donc, nous venons de dire que G est le barycentre de ce système de points pondérés. Maintenant, pour déterminer les coordonnées de G, on pourrait appliquer cette formule en appliquant la formule variation des abscisses, ok, pour abscisse, et variation des ordonnées pour ordonnées.
Ok, on dit x2A1 moins x2G pour abscisse, y2A1 moins y2G pour ordonnée. Mais cela va nous coûter beaucoup de temps et on pourrait se tromper parfois. Ok, donc on pourrait se trouver donc on va effectuer trop de choses, c'est comme des tâtonnements qu'on va effectuer. Donc à mesure qu'on s'avance en mathématiques, eh bien on pourrait voir les choses de façon différente, même si on pourrait retrouver le même résultat. Mais on pourrait simplifier la tâche avec d'autres notions. Eh bien, pour déterminer les coordonnées du barycentre G de ce système de points pondérés, eh bien, on reprend la relation vectorielle ici, qui est alpha 1 GA1 jusqu'à alpha n GAN égale à vecteur nul de 1. Eh bien, on fait intégrer le point O, où O représente l'origine du repère. Ok, avec O, l'origine du repère, eh bien, on fait intégrer le point O par l'axiome de Charles. Ok, donc, GA1 est devenu GO plus OA1, GA2, GO plus OA2, etc. Donc, à chaque fois, on va multiplier. Donc, on pourrait prendre le temps d'effectuer cette démonstration, mais l'important, ce ne sont pas nécessairement les démonstrations en mathématiques, mais c'est la compréhension. Donc, si vous voyez comment on pourrait faire ça, eh bien, dans un exercice, vous saurez quoi faire. Donc, on fait entrer le point O ici, on intègre le point O par l'axiome de Charles. Eh bien, maintenant, en chassant les parenthèses, ok, on va avoir alpha 1 facteur de GO plus OA1 plus alpha 2 facteur de GO plus OA2 jusqu'à alpha n facteur de GO plus OAN. Maintenant, on chasse les parenthèses. Maintenant, jusqu'à l'obtention de OG égale à alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2 plus point de suspension jusqu'à alpha n OAN sur la somme des alpha i. C'est alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à plus alpha n. Eh bien, en abréviation, nous écrivons, c'est sommation de alpha i, OAI, i allant de 1 à n, sur sommation de alpha i allant de 1 à n. C'est pourquoi, pour que le barycentre G existe, il faut que la sommation de alpha i allant de 1 à n, soit différente de 0. Parce que, au cas que cette sommation est nulle, eh bien, G ne va plus exister. Parce que c'est au déno qu'on a ça. Eh bien, c'est lorsque cette sommation est différente de 0, c'est dans ce cas uniquement qu'on a l'existence du barycentre G. Ok? Eh bien, c'est sommation des alpha i par OAI, i allant de 1 à n, sur la sommation des alpha i allant de 1 à n. Ok? Donc, on calcule OG, puisque O désigne l'origine du repère, eh bien, avec O, qui est l'origine du repère, eh bien, on va pouvoir déduire les coordonnées de G. Ok, si on a le vecteur OG, eh bien, on a directement les coordonnées du point G, puisque O désigne l'origine du repère. Maintenant, quelques remarques à effectuer, juste avant de prendre des exercices d'exemple. Si tous les coefficients, ok, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, si tous ces coefficients-là sont tous égaux et non nuls, ok, si tous les coefficients sont égaux et non nuls, eh bien, G est donc l'isobarycentre des n points. C'est-à-dire, on peut écrire directement GA1 plus GA2 jusqu'à GAN, jusqu'à plus GAN égale à vecteur nul de 1. Donc, au cas que les coefficients sont égaux, eh bien, on pourrait factoriser par, ok, donc, il faut que ces coefficients-là soient égaux et non nuls. Eh bien, on pourrait factoriser par la valeur unique. Et maintenant, puisque c'est vecteur nul que ça donne, eh bien, on pose directement GA1 plus GA2 plus GAN égale à vecteur nul de 1. Dans ce cas, on dit que G est l'isobarycentre des n points A1, A2 jusqu'à AN. Ok, donc c'est au cas que les coefficients alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n sont égaux et non nuls. Ok, il faut que ces coefficients-là soient égaux et non nuls. C'est dans ce contexte qu'on parle de l'isobarycentre. Ok? Maintenant, parfois on pourrait vous parler du centre de gravité d'un triangle. Le centre de gravité, dans le cours précédent, on a vu le théorème de la médiane. Et dans le théorème de la médiane, on a vu le point de rencontre des trois médianes était le centre de gravité d'un triangle. Eh bien, le centre de gravité d'un triangle, c'est un isobarycentre. Ok? Donc, comment peut-on déterminer les coordonnées du centre de gravité d'un triangle?
c'est en appliquant cette formule. Si G est le centre de gravité du triangle ABC, eh bien, on pourrait dire que GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. Ok, donc on lit. Normalement, G est le centre de gravité du triangle ABC si et seulement si il est l'isobarycentre des points ABC. Eh bien, l'isobarycentre des points ABC veut dire que GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. Tout à l'heure, on parlait de l'isobarycentre des n points A1, A2 jusqu'à AN. On avait GA1 plus GA2 plus G jusqu'à plus GAN. Eh bien, lorsque c'est ABC uniquement, eh bien, on va avoir GA plus GB plus GC égale à vecteur nul de E. Avec 4 points, par exemple, si on a 4 points ABCD, eh bien, on va avoir G comme l'isobarycentre, ok, l'isobarycentre des points ABCD. Eh bien, dans ce cas, on pourrait dire que G est le centre de gravité d'un tétraèdre. Ok, G est le centre de gravité du tétraèdre ABCD si et seulement si il est l'isobarycentre des points ABCD. C'est-à-dire lorsqu'on fait GA plus GB plus GC plus GD est égal à vecteur nul de E. Maintenant, nous allons, sans perdre de temps, passer à un exercice d'application. Ok, voici l'exercice. Dans un plan affine P rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 3, 0, B, 0, 4 et C, 7, 3. A. Le barycentre G du système A-1, B1, C1 existe-t-il? Si oui, donnez une relation vérifiée par les vecteurs GA, GB, GC. B. En déduire les coordonnées du point J. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, voici l'exercice. Pour résoudre, nous écrivons A, 3, 0, le point A pour coordonner dans le plan 3, 0, B, 0, 4, C, 7, 3. Maintenant, dans la première partie, on demande de préciser si le barycentre G du système A-1, B1, C1 existe. Eh bien, nous avons appris suivant la fonction vectorielle de Leibniz, le barycentre G existe, c'est lorsque la somme des alpha I donne un nombre non nul. Eh bien, les alpha I, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ou alpha 1 donne moins 1, alpha 2 donne 1, alpha 3 donne 1. Eh bien, on a sommation de alpha I allant de 1 à 3, ça donne alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, soit moins 1 plus 1 plus 1. Donc, en faisant la somme, on a moins 1 plus 1 qui donne 0, 0 plus 1 qui donne 1. Puisque cette sommation est différente de 0, eh bien, le barycentre G existe. Ok? Le barycentre G existe, non pas parce que c'est la notion de barycentre qu'on étudie, non pas parce que c'est cette notion qu'on étudie, mais c'est parce que la sommation des alpha I allant de 1 à n, n'est pas nulle. Ok? Donc, c'est cette théorie-là que Leibniz nous a laissé. Maintenant, puisque maintenant le barycentre G existe, eh bien, on peut dire que G est barycentre du système de points pondérés A-1, B1, C1. Eh bien, puisque G est barycentre du système de points pondérés A-1, B1, C1, eh bien, nous pouvons appliquer cette formule. Nous avons appris que lorsqu'on a le barycentre du système de points pondérés, par exemple A1, alpha 1, A2, alpha 2, jusqu'à AN, alpha n, eh bien, on pourrait dire, si G est le barycentre de ce système de points pondérés, on pourrait avoir alpha 1, GA1, plus alpha 2, GA2, plus jusqu'à plus alpha n, GAN, égale à vecteur nul de E. Mais ici, on n'a plus A1, B1, C1, et on n'a plus A1, A2, A3, ou jusqu'à AN, on n'a plus ça. On a A, ensuite on a B. Donc, dans la théorie, on nous avait uniquement donné des points A. Ok, on seulement fait la différence avec des indices A1, A2, A3. Mais ici, on a 3 points A, B, C. Eh bien, à la place de A1, c'est A, à la place de A2, c'est B, à la place de A3, c'est C. Eh bien, ce que nous faisons, eh bien, nous appliquons la formule
eh bien nous écrivons c'est alpha 1 GA au lieu de GA1, plus alpha 2 GB au lieu de GA2, plus alpha 3 GC au lieu de GA3. Ok, donc on a alpha 1 GA plus alpha 2 GB plus alpha 3 GC égale à vecteur nul. Puisque on a appris lorsque G est le barycentre du système de point pondéré, eh bien lorsqu'on fait F de G, ça doit donner le vecteur nul de E. C'est pourquoi on a ça. Maintenant, nous remplaçons alpha 1 par moins 1, alpha 2 par 1, alpha 3 par 1. C'est pourquoi on a moins GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. Maintenant, ça c'est pour la partie A de l'exercice. On avait demandé une relation vérifiée par ces vecteurs. OK? Eh bien, on a répondu à cette question. Maintenant, dans la dernière partie, on demande d'en déduire les coordonnées du point G. Eh bien, pour déduire les coordonnées du point G, eh bien, nous n'allons pas utiliser la notion comme les variations des abscisses, etc. Nous allons faire de préférence la notion, donc nous allons faire ça comme dans la démonstration. Donc, on fait intégrer le point O suivant l'axiome de Charles. Ok, donc dans les coordonnées du barycentre G, ok, que nous devrions démontrer dans le cours, dans la partie précédente, ok, dans les notes, eh bien c'est ce que nous allons faire à présent. Ok, donc tout à l'heure c'était jusqu'à AN, mais ici on a 3 points, donc ce sera plus simple. Ok, eh bien nous avons moins GA, eh bien nous mettons le signe moins en parenthèse et nous transformons GA en GO plus OA. Ok, suivant l'axiome de Charles. Et nous faisons également GB c'est GO plus OB. GC c'est GO plus OC. Nous intégrons, nous faisons intégrer le point O dans chaque vecteur GA, GB, GC respectivement, ok, suivant l'axiome de Charles. Puisque O est l'origine du repère, eh bien on va avoir une notation beaucoup plus simple. Ok, donc ce sera moins nuisible que qu'en utilisant les formules x2b moins x2a, y2b. Donc avec quoi donc, nous allons pouvoir résoudre l'exercice beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Maintenant, nous faisons chasser les parenthèses. GA qui donne GO plus OA, en faisant chasser les parenthèses, ça donne moins GO moins OA. GB c'est GO plus OB. GC c'est GO plus OC égale à vecteur nul. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est moins GO moins OA, GO plus OB, et ensuite GO plus OC. Maintenant, nous faisons moins GO plus GO ici, ça donne 0, ok, ou vecteur nul. Ça donne vecteur nul puisqu'on a affaire avec des vecteurs, ça donne vecteur nul, puisque vecteur nul est nul pour l'addition vectorielle, donc on laisse ça. Ok, on simplifie par moins GO plus GO, et maintenant, il nous reste uniquement GO ici. Et les autres vecteurs, on les transpose au second membre. Eh bien, on a GO égale à OA moins OB moins OC. Donc, moins OA est devenu OA, OB est devenu moins OB, OC est devenu moins OC. Maintenant, nous transformons GO en OG. Nous avons appris, suivant la propriété, AB est égal à moins BA. Ok, cette propriété, AB est égal à moins BA. Eh bien, cela veut dire lorsqu'on permute l'origine et l'extrémité d'un vecteur, eh bien, ça change automatiquement de signe. Eh bien, le vecteur GO est devenu moins OG. Eh bien, on a moins OG est égal à OA moins OB moins OC. Maintenant, en multipliant par moins 1, on a OG égale à moins OA plus OB plus OC. Maintenant, nous remplaçons OA, le vecteur OA par le point A, puisque O désigne l'origine du repère. Eh bien, OA, c'est le point A. OB, c'est le point B. OC, c'est le point C. OK? Eh bien, voilà. Donc, on a OG égale à moins OA. On remplace le vecteur OA directement par le point A qui était 3, 0. On remplace le vecteur OB par le point B qui était le point de coordonnées 0, 4. Et on remplace le vecteur OC par le point C qui était de coordonnées 7, 3. Eh bien, maintenant, nous faisons la somme. On fait entrer le signe moins ici, ça donne moins 3. Eh bien, on va avoir moins 3 plus 0 plus 7 pour abscisse. OK? On fait la somme des abscisses. Et ici, on va avoir moins 0 plus 4 plus 3 pour ordonner. OK? Le vecteur OG donne
4, 7. OK? 4, 7. Le vecteur OG, c'est 4, 7. Puisque O désigne l'origine du repère, eh bien, avoir le vecteur OG, c'est avoir le point G directement qui donne 4, 7. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.